Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur la disparition des cookies tiers. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier d'une part l'IEX et d'autre part Wimedia pour l'organisation de cette conférence. Je veux aussi remercier Gaëtan Godard qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui et il devait être avec nous. Donc merci à lui pour nous avoir aidé aussi à la préparation de cette conférence. Néanmoins, je suis accompagné aujourd'hui, très bien accompagné de Else et Patrick. Voilà, on va les présenter directement. Donc, on va commencer par toi, Else. Est-ce que tu peux simplement te présenter, donner un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Merci beaucoup. Je suis Els Michiels et je travaille chez Roularta Media dans le département Advertising. Et là, je suis responsable pour le Insights et aussi pour Product Management. Ok, top. Merci Els, merci d'être là. Et Patrick, donc à toi, donc même question, un petit peu ton parcours, ce que tu fais. Voilà, moi je suis Patrick Konen, je travaille comme Head of Technical Operations chez Programmats. Et donc je suis responsable pour tous les projets internes et externes qui touchent vraiment à la technique autour de toutes les technologies qu'on propose à nos clients et qu'on développe en interne justement comme service pour nos clients aussi. Top. Bien, merci. Merci d'être là Plaisir. aussi. Alors pour ma part, moi je m'appelle Nicolas Maguin, je travaille à l'agence Mediaspace en tant que responsable de stratégie digitale. Voilà, et ça fait plus ou moins 15 ans que je travaille justement dans le digital. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble pour cette conférence sur la disparition des cookies tiers, on va l'articuler en 3 grandes parties. La première partie, en fait, ce sera un état des lieux. Donc on va revoir des éléments qui peuvent être considérés comme simples, mais c'est intéressant de vraiment remettre les bases pour bien comprendre ce qu'on va raconter par la suite. La deuxième partie, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est impact. Voilà, quel est l'impact de ces changements sur notre métier? Alors là, j'ouvre une petite parenthèse rapide. Bien sûr, c'est un sujet qui est technique, donc on va aborder des éléments techniques, mais on ne va pas aller trop en profondeur dans la technique en tant que telle. D'ailleurs, pour la séance de questions-réponses qui arrivera à la fin, si vous avez des questions trop techniques, on ne va sans doute pas les aborder pour éviter d'avoir juste un one-to-one purement technico-technique. Néanmoins, on n'est pas là pour vous frustrer non plus. Donc, si vous le souhaitez, on va organiser aussi par la suite des workshops dédiés à des aspects plus techniques et des questions plus spécifiques. Donc, gardez bien ces questions, vous pouvez nous les partager, mais on ne répondra peut-être pas à toutes aujourd'hui. Voilà, je ferme cette petite parenthèse-là. Troisième partie de cette conférence, eh bien, on va aborder les solutions. Donc, juste pour ne pas rester sur quels sont les impacts, on va parler un petit peu des solutions et dans une perspective un petit peu plus large aussi sur un peu la réflexion stratégique autour de ces solutions. Pas juste énumérer ce qui est disponible, mais voir un petit peu comment on peut réfléchir à ce type de solution. Alors, je vous propose de démarrer par cette première partie, donc l'état des lieux en tant que tel. Voir un petit peu où on en est, quelles sont les définitions clés pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors je vais prendre cette première partie à mon compte et ensuite je céderai la parole évidemment à mes compagnons pour cette conférence. Alors tout d'abord, un cookie. On parle de cookies, de disparition des cookies tiers, mais un cookie c'est quoi? Voilà. Eh bien, un cookie en fait, c'est un petit fichier. C'est un petit fichier informatique, un fichier de texte, un .txt, qui se charge sur votre ordinateur au travers de votre navigateur quand vous surfez sur un site, tout simplement. Et sa fonction, c'est un peu comme une sorte de petite valise qui va contenir des informations pour analyser le comportement de surf, pour analyser le nombre de visites, pour analyser toute une série de choses, pour collecter de l'information. Donc le cookie, c'est un petit fichier qui contient de l'information et qu'on peut réutiliser par la suite. Alors, on parle effectivement de cookies tiers, de cookies qui vont disparaître, donc on sous-entend un cookie spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres types de cookies? Ben oui, justement, et ça c'est un point qui est important pour comprendre la suite, à savoir la différence entre le cookie tiers et le cookie qu'on va appeler first party. Alors pour donner des noms plus génériques, on va aussi parler de cookies externes et de cookies internes. La grande différence entre les deux, et c'est ça qui est fondamental pour bien comprendre ce qui va disparaître et ce qui va rester disponible, eh bien c'est l'origine de ce cookie. Quand vous vous rendez sur un site, comme on l'a vu juste à l'instant,
différents cookies sont chargés sur votre ordinateur au travers de votre navigateur. Mais tout dépend de l'origine de ce cookie. Si, admettons, je me rends sur le site de lix.be, je peux recevoir toute une série de cookies, mais ceux qui proviennent du même nom de domaine, donc à savoir lix, donc lix.be, eh bien, sont des cookies qui sont internes. Donc ce sont des cookies first party qui proviennent du même nom de domaine sur lequel moi, en tant que surfeur, je me rends. Par contre, imaginons ce site a différents partenaires avec lesquels il travaille et on a toute une série d'autres cookies qui proviennent d'autres noms de domaine qui se chargent également sur mon ordinateur au travers du navigateur. À partir de ce moment-là, effectivement, le cookie il vient d'une tierce partie, d'une autre société, comme par exemple Facebook, Google, on en parlera dans des exemples avec Patrick tout à l'heure. Eh bien, si c'est une tierce partie, c'est un cookie tiers, tout simplement. Donc, le nom de domaine, l'origine vraiment du cookie, c'est ce qui le différencie ici entre le cookie interne et le cookie externe. Et c'est ce cookie externe qui va disparaître. Le cookie interne, lui, il sera toujours là, il est déjà d'ailleurs aujourd'hui bel et bien présent, on peut déjà l'utiliser. Et c'est ça, effectivement, ce sur quoi on va parler aussi dans les possibilités. Donc ça, c'est un point qui est essentiel sur les différents cookies. Alors, aussi une question, c'est finalement, ça sert à quoi dans le marketing, les cookies, tout simplement? Alors, on a plusieurs points. Le cookie, on l'a vu, il collecte de l'information. Donc, en amont, pour une campagne de publicité, je souhaite cibler telle ou telle cible ou tel intérêt ou en fonction de profils sociodémo, le cookie me permet d'avoir collecté voilà, ce type d'informations. Et donc en amont, je peux cibler sur base des informations que le cookie me permet de relayer. Également, je peux utiliser le cookie pour jouer sur de la personnalisation. Donc je sais que tel intérêt ou que tel passage sur telle page de tel site a eu lieu. Donc je peux personnaliser mon message. Et ça, encore une fois, c'est grâce au cookie. Je peux aussi l'utiliser pour de l'optimisation. Donc, j'ai dit qu'on pouvait sélectionner des infos en amont de la campagne, mais pendant que la campagne tourne, le cookie continue à collecter de l'information. Donc, je peux utiliser ces informations-là en temps réel, si je peux dire, pour modifier mon ciblage ou ma personnalisation. Donc, adapter, optimiser en fait le message ou le ciblage. Et puis finalement, il y a tout ce qui est mesure. Le cookie, c'est effectivement un outil qui permet de collecter beaucoup de choses. Des infos sur le nombre de visites, pour calculer la duplication, pour l'attribution, comme j'ai mis ici en exemple sur le slide. Donc, ça nous permet aussi de mesurer et d'analyser une expérience de surf sur un site. Donc, on doit quand même l'admettre, le cookie, c'est quand même bien utile. Donc, ça nous aide beaucoup. Et on a envie de se poser comme question, donc finalement, pourquoi on s'embête à le supprimer et pourquoi, alors que ça nous aide quand même autant, on va un petit peu casser tout ça et changer la donne. Alors, pour bien comprendre, on va essayer de se poser la question, mais pourquoi on en est là? Et se dire, mais est-ce bien raisonnable de supprimer ce cookie et de passer à autre chose? Et ce fameux autre chose, on ne sait pas encore exactement quoi, mais pourquoi? Alors, on va reprendre un petit peu la ligne du temps sur ce qui s'est déjà passé, puisque quand Google a annoncé que les cookies tiers allaient être supprimés au travers de son navigateur Chrome, et on a l'impression que c'était vraiment le cataclysme qui s'abattait sur Terre avec, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Google annonce la fin des cookies tiers. Enfin, à la base, c'était surtout annonce la fin des cookies, sans spécifier cette différence qu'on a apportée au départ et qui est quand même très importante. Néanmoins, finalement, dans cette histoire, Google, il est bon dernier, puisque Safari, Firefox, par exemple, avaient déjà mis en place cette suppression. Donc, c'est une situation qu'on connaît déjà en partie. Alors pourquoi, quand Google a fait cette annonce, ça a pris une telle ampleur? La réponse, elle est très simple. Chrome, en tant que navigateur, c'est une part de marché qui est juste colossale. Ça dépend des différentes études, mais on oscille entre du 50 à du 60% de part de marché en Belgique, et on est plus ou moins sur la même chose si je me limite à la zone géographique de l'Europe. Donc sur l'Europe, on est plus ou moins à la même chose, ça dépend des études. Donc quand un acteur du marché qui représente 5 à 6 surfeurs sur 10 décident de supprimer quelque chose, oui, l'impact est plus conséquent, évidemment. Alors, bien sûr, on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face,
ces différentes grandes entreprises du web qui décident de supprimer le cookie, ben, ils ne le font pas la main sur le cœur en disant on va défendre les droits à la vie privée de chacun, etc. Et on le fait vraiment dans cette optique-là. Non, pas vraiment. En fait, en parallèle, on a toute une législation qui s'est mise en place, qui s'est développée, notamment évidemment avec le GDPR, l'e-privacy. Et finalement, la notion même de cookie, elle est de plus en plus à l'étroite dans cette législation. Donc il est vraiment temps peut-être de réfléchir à autre chose, à travailler différemment. Et au-delà de ça, on remarque aussi au travers de différentes études, alors là, vous choisirez quel mot vous voulez utiliser, mais l'intérêt et ou l'inquiétude des gens, de la population tout simplement, par rapport à la gestion de leurs propres données. Et ça, effectivement, c'est un point qui remonte. Et pour élargir l'approche, donc j'ai bien utilisé la population ou les gens, je n'ai pas dit les consommateurs, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de marketing. Quand on regarde dans différentes études, on voit que beaucoup de personnes disent oui, moi je suis inquiet ou je suis perplexe par rapport à la manière dont on traite mes données, que ce soit en publicité ou par exemple par rapport à l'État. Donc c'est une vraie question de société aussi par rapport à la gestion de la vie privée qui est liée ici aux cookies. Donc effectivement, c'est une situation qui doit évoluer, qui doit changer et le cookie n'est plus vraiment dans l'air du temps et donc on est amené à le modifier. Alors, bien sûr, on l'a dit, ce changement implique des impacts sur notre métier. Et on va démarrer effectivement cette deuxième partie avec une première question que je vais te poser, Patrick. Donc, par rapport à tous les différents clients que tu peux rencontrer, les différentes problématiques que tu as la chance de rencontrer, quels sont les principaux impacts que ce changement a pu avoir sur tes clients et ce que tu peux remonter de façon générale? Oui. Alors, ce qu'on peut déjà constater aujourd'hui, en fait, on est déjà en plein dans le sujet parce que, comme tu l'as bien dit avec la timeline, Safari a déjà commencé, historiquement même en 2003, de supprimer les cookies à fur et à mesure, avec des mesures de plus en plus drastiques. Et donc, ça fait 1 à 2 ans qu'on a déjà aujourd'hui une situation où dans Safari, on n'a plus des cookies tiers. Aujourd'hui même, dans des smartphones Android, on n'a plus de cookies tiers sur lesquels on peut travailler. Donc, on a déjà cette perte de cookies. Et donc, l'impact, il est multiple. Tu as déjà aussi montré tous les endroits où on a déjà les cookies qui sont utilisés à la fin. Et donc, en fait, sur tous ces endroits différents, on voit aujourd'hui l'impact déjà dans Safari. Et donc, on a déjà une compréhension sur la problématique en soi. Et on voit déjà clairement, plus ou moins clairement, on va dire, où est-ce qu'on va avoir des problèmes. Donc, ils sont à plusieurs endroits. Ça peut être du targeting, le measurement, tous ces endroits-là qui sont impactés clairement. Si on regarde un peu sur le marché en général, comme j'en dis, parce qu'on a déjà cette historique grâce à Safari, en fait, le marché en général, il est conscient, il y a une problématique sur laquelle on va. On a un timeline qui est plus ou moins clair, donc avec 2023 normalement. Donc on est bien conscient de la problématique. De l'autre côté, on n'a pas encore une vraie bonne solution à la fin. Parce que le cookie est utilisé depuis plus que 20 ans comme standard du marché au niveau de la publicité. Et donc, notre problématique, c'est tous nos systèmes se basent aujourd'hui sur des cookies tiers principalement. Et donc, il y a vraiment ce shift qui doit se faire aujourd'hui, de passer en first party, de trouver des alternatives aux cookies, trouver des nouvelles méthodologies et aussi des solutions qui ne dépendent plus du tout d'une information qui existe dans le browser ou chez le client pour justement faire la publicité, le tracking des personnes, le measurement à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu cette inquiétude en fait, sur le marché, sur qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de solutions très différentes en fait, à la fin sur le marché. Et donc, ici, c'est aussi cette question de trouver la bonne solution pour nos use cases, pour nos problématiques propres à nous qui se font aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi on n'a pas encore une solution comme on l'a aujourd'hui avec les cookies, pour qu'on puisse dire, à partir du moment qu'on a perdu le cookie, entre guillemets perdu, on a une nouvelle solution qui la remplace à 100%. Okay.
Et donc, si on veut parler un peu des endroits d'impact, ben en fait, pour citer quelques-uns, c'est pas pour limiter à cela, mais ça sont clairement des plus importants qui se cristallisent en fait aujourd'hui. C'est si on parle de la publicité, en fait, on a bien compris entre-temps qu'il ne faut pas bombarder les internautes aujourd'hui avec nos publicités. Donc, on a introduit ce qu'on appelle le capping, donc vraiment limiter l'exposition d'une bannière ou d'une publicité en général aux internautes. En fait, tout ça se base sur le cookie, comme ça on sait compter combien de fois une personne a vu une bannière. En fait, on va perdre à 100% cette capacité et donc on va revenir sur ce bombardement de publicité ou spam à la fin avec cette perte de cookies. D'autres endroits qui sont impactés au niveau de l'attribution, une thématique de plus en plus importante pour bien comprendre son mix marketing par exemple. En fait, là, on perd une partie de la vue parce que tout ce qui était impression, à la fin, donc tout ce qui n'est pas propre sur notre environnement qu'on contrôle, en fait, on perd l'information et du coup, on perd une partie de cette histoire d'attribution et donc on perd aussi cette information, combien vaut en fait une impression pour moi, comme entreprise, comment est-ce que je peux valoriser en fait le fait de faire des campagnes de branding qui ne créent pas directement du trafic dans mon environnement que je peux traquer. Donc un point assez important. Pareil dans les logiques de targeting, retargeting surtout impacté, parce que l'idée c'est ici, je traque une personne sur mon site, je le suis en externe, en fait cette liaison n'est plus possible avec la perte des cookies, et du coup toute une tactique en fait qu'on a aujourd'hui qui est standardisée sur le marché digital en général, elle est en fait complètement perdue de nouveau, parce qu'on n'a pas cette capacité de suivre l'internaute facilement parlant. Donc ça c'est clairement des endroits d'impact. D'autres qui sont plutôt internes, une qui est peut-être sous-estimée, c'est la personnalisation des sites web. En fait, très simple, en fait, si je fais une personnalisation ou un A/B test sur un internaute qui vient sur un site, ben, l'idée c'est que je veux que cette personne reste dans cette test, dans cette personnalisation, pour ne pas casser l'expérience utilisateur. Et à la fin, tout ça c'est enregistré dans des cookies. Et donc, de nouveau, si je perds mon cookie, je perds l'information et du coup, je risque de casser cette user experience pour mon internaute parce que j'ai plus cette cookie à la fin. Donc, ça sont des endroits qui reviennent tout le temps avec nos clients en général et vraiment des endroits le plus fort impactés aussi qu'on voit aujourd'hui avec nos clients. Ok. Alors, je pense que tu voulais aussi présenter pour essayer d'illustrer justement tout ça, quelques exemples pour que ce soit encore plus clair, du moins on l'espère, pour les gens qui écoutent. C'est effectivement le but. Donc, l'idée, c'est ici, c'est un exemple comme les autres, mais ici, on voit clairement un cas assez clair pour tout le monde aujourd'hui et qui est utilisé pour tout le monde qui fait un peu la publicité aujourd'hui. Quasi tout le monde utilise aujourd'hui Facebook pour faire la publicité. C'est très simple, on target une audience qui est clairement définie, qui correspond à ma cible à la fin. Et donc, comment on fait ça aujourd'hui? C'est Facebook qui nous fournit l'information. C'est quoi une audience? Dans l'exemple qu'on a ici, par exemple, assurance voiture. Quelqu'un qui est intéressé d'assurer sa voiture. Facebook, Google, toutes d'autres entreprises nous fournissent cette information, disent je peux cibler ces personnes qui sont intéressées à s'assurer en fait, pour leur voiture. Comment ils font? C'est aussi simple. Donc, Facebook enregistre des activités qu'on fait dans leur plateforme, donc des likes, des comments qu'on fait, des questions qu'on pose peut-être à une communauté. Cette information-là est enregistrée par Facebook. Elle est enrichie par tout ce qu'on fait à l'extérieur de Facebook. Donc, si je vais sur un comparateur d'assurance, si je vais sur un CTLM ou ce genre de site, en fait, toutes ces informations-là, sous réserve bien sûr qu'il y a un drop d'un cookie Facebook qui se passe à ce moment-là, sont aussi des informations que Facebook récolte et du coup agrège ces informations pour avoir un profil sur moi par exemple qui est intéressé maintenant de faire une assurance voiture à la fin. Et donc tout ça c'est basé sur effectivement des informations internes Facebook, mais aussi une grande partie des informations externes qui sont traquées via des cookies. Et donc si on supprime aujourd'hui les cookies, en fait, les informations qui restent à Facebook sont ceux qui sont donc à l'intérieur de Facebook. Et donc, si je vais maintenant sur un comparateur de sites ou sur un serveur en direct, cette information, elle est perdue pour Facebook pour l'instant. Et donc, en conséquence, mon targeting devient moins précis parce que l'audience en soi est moins bien définie. Il manque une grande partie. Et aussi au niveau du reach, si je ne like pas maintenant de un CTLM ou un autre serveur sur Facebook,
peut-être Facebook ne sait même pas que je suis dans cette logique de chercher un assureur. Et donc, au niveau de reach potentiel qu'on a aussi sur Facebook, en fait, on a une audience qui va être plus petite. Du coup, j'ai aussi une cible qui diminue dans Facebook. Et ça vaut un peu dans tous ces scénarios où je peux cibler une audience. En fait, l'information est toujours enrichie de plusieurs endroits et c'est par une grande partie définie aussi par des cookies, comment est-ce que l'audience est vraiment construite dans les différentes technologies. Donc on peut vraiment dire que le cookie qui fait le pont entre deux écosystèmes, eh bien, justement, ce pont disparaît parce que le cookie disparaît. Et donc, justement, c'est cette partie qui crée de la panique aujourd'hui, on va dire. Voilà, ce pont disparaît. Mais on verra tout à l'heure, effectivement, qu'il y a d'autres possibilités. On va encore continuer avec d'autres cas qui illustrent encore ce point. Absolument. Et je pense ici, c'est de nouveau un cas aussi que beaucoup de marketeurs connaissent aujourd'hui, des campagnes de retargeting, standardisées aujourd'hui dans toutes les approches de marketing, ou quasi tous. Donc, l'idée aussi ici très simple. Je place sur mon propre site, mon propre environnement que je contrôle, des tags, des trackers, qui me permet en fait de dropper de nouveau des cookies à des endroits précis sur mon site que j'aimerais bien utiliser comme information pour faire des campagnes par la suite. Et donc, c'est de nouveau ce cookie qui va définir comment est-ce que je rentre dans une logique d'une campagne de retargeting. Et dès que je suis sur un autre site, à ce moment-là, ce que Google, dans ce cas-ci, va faire, c'est va regarder, est-ce qu'il y a un cookie de retargeting? Est-ce que je dois, donc Google, lancer une bannière de retargeting, ou une vidéo, une annonce en général de retargeting? Et donc, si on n'a pas le cookie, ce qui va se passer, c'est en fait Google va chercher pour l'information, est-ce que je dois lancer une bannière de retargeting? L'information ne va pas être là, du coup, il n'y a pas de campagne de retargeting qui peut se lancer. Donc, en fait, aussi une boucle assez simple qui va être cassée. Ici, dans les environnements Google, Facebook aussi, on parle bien de tout ce qui est tracking sur partie, sur base des cookies. Ils ont aussi leur propre solution au niveau logged-in data. Ça, c'est un peu exclu de cette problématique. Mais tout ce qui est en dehors de ces environnements qu'ils peuvent gérer, donc dans le style de Google, tous les partenaires de Google, ils sont impactés. YouTube, c'est un environnement logged-in de Google. Là, ça peut encore fonctionner. Donc, il y a un peu ces différences qu'il faut aussi faire entre des environnements qui sont un peu logged-in, walled garden si on veut, et tout ce qui est externe, qui nécessite une communication qui se passe aujourd'hui via des cookies tiers. Ok. Alors, on va continuer encore avec un autre exemple qui est quand même important. Donc, c'est la partie, je parlais des mesures tout à l'heure, et donc là, la partie analytique. Oui, c'est quelque chose qui est sous-estimé aujourd'hui par le fait qu'on a un système Google Analytics. On pense souvent c'est que la publicité en fait qui est touchée par cette perte de cookies tiers. On a aussi un système d'analytics, et Google Analytics fait partie, qui se base sur des cookies aujourd'hui. Et donc, ce sont des cookies qui sont visés à des longues durées. Je prends l'exemple d'un cookie Google Analytics. Il est censé de rester sur un browser pendant 2 ans. Aujourd'hui, les timings pour ces cookies sont déjà fort restreints. Ils vont être coupés à 100% à un moment donné. Et du coup, tout ce qui est de l'analyse du Customer Journey va être perdu parce qu'on ne sait plus suivre l'internaute sur plusieurs sessions qui reviennent sur mon site, s'informent, vont faire un peu du window shopping peut-être sur mon site et convertir beaucoup plus tard à la fin. En fait, toute cette analyse qu'on peut faire aujourd'hui, elle va être perdue parce que les cookies ne sont plus là pour passer l'information. Je suis venu 1, 2, 3, 4 fois avant de prendre une action clé. Et donc ça a un impact direct sur nos mesures, sur l'analyse, et ça revient un peu sur cette idée d'attribution, mais aussi la compréhension sur le Customer Journey. Et donc ici, la grande problématique, c'est vraiment cette durée de cookies qui était à la base, qui est très important pour cette analyse de Customer Journey qu'on va perdre. Et c'est pour ça, on voit ça déjà aujourd'hui, l'exemple de Google Analytics, les nouveaux systèmes d'analytics, et chez les concurrents Adobe par exemple, dans la même logique, on se passe de 100% des cookies et on essaye de passer dans d'autres technologies qui ne sont pas dépendantes des cookies, qui ne sont pas forcément dépendantes des browsers, justement pour éviter qu'on a dans 1 an ou plus la même logique avec une autre solution qu'on a mise en place qui dépend de nouveau du browser qui joue le jeu avec nous. Donc ici aussi, un impact assez qui passe un peu à travers, je trouve, qui est vraiment pas vu à 100%, mais qui est quand même très important, surtout pour nous comme marketeurs. Si nous on prend nos décisions, c'est censé d'être sur les données. Et donc ici, on a construire vraiment une vue
sur un customer journey qui est faussé et donc on risque de prendre effectivement de mauvaises décisions. Alors, globalement, si on veut un peu résumer ce qu'on vient de dire par rapport à l'impact, pour essayer de simplifier la vue, comment on pourrait présenter ici les impacts? Oui, donc ce qui est clair, c'est tout ce qui est targeting, publicité. Ça a très fort impacté. C'est vraiment toutes les technologies qui font du targeting aujourd'hui, ou quasi tous, ils utilisent les cookies tierces. Ils ont essayé de bypasser ces logiques en changeant les cookies en faux first party, si on veut. Mais à la fin, eux sont clairement impactés et c'est eux qui doivent trouver des alternatives à des solutions de targeting via des cookies. Ça, c'est vraiment clair. L'endroit qui est de plus impacté. De là, on peut dire tout ce qui est l'attribution aussi impacté, moins fort que le targeting parce qu'il y a une partie qui est conservée, mais on perd une partie de big picture, si on veut, dans l'attribution. Donc ça, c'est aussi un endroit qui est quand même bien impacté. Pour la personnalisation média, si on parle des banners dynamiques par exemple, en fait, on dépend aussi de faire passer des informations pour justement personnaliser l'expérience, si c'est maintenant dans une banner ou sur un site. En général, ici, on doit trouver de nouvelles manières de communiquer les informations nécessaires pour faire cette personnalisation. Et du coup, aussi, c'est un vrai challenge parce qu'on a des environnements internes et externes à gérer en même temps. Et donc là, la complexité, c'est surtout sur cette uniformisation de ces différents environnements. Au niveau du tracking, il y a déjà des alternatives qui se montrent aujourd'hui. Donc, effectivement, là, l'impact est en train de diminuer. Mais il y a des technologies qui sont un peu outdated, j'ai envie de dire, et donc qui utilisent encore des technologies qu'il y a 10 ans. Et à la fin, donc, c'est surtout toutes ces technologies qui utilisent encore des trackers un peu plus vieux qui doivent rattraper maintenant, qui doivent trouver de nouvelles solutions pour eux. Et donc, ici, un peu un challenge, mais aussi un avantage pour eux parce qu'ils peuvent directement changer dans un nouveau monde et pas passer dans une logique de cookie encore. Et on va aussi un peu d'impact, mais pas si fort, c'est CRM, surtout au niveau CRM enrichment. Donc vraiment enrichir le CRM avec des données externes pour avoir un peu plus de contexte dans les systèmes de CRM. Ben là, ils sont impactés en indirect parce qu'on pour l'instant, on est en train de perdre toutes ces informations externes qu'on pouvait utiliser pour enrichir justement les CRM. Et donc là, il y a aussi dans cette clarification d'utilisateurs de nos clients à la fin, qui souffrent un peu d'informations parce que c'est plus si facile de récolter des informations et d'uniformiser cette vue l'utilisateur dans le CRM, ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Ok, merci. Alors, effectivement, bon, là, on a peut-être l'impression qu'on dresse un tableau un peu noir, hein, c'est un petit peu la panique, mais évidemment, on ne va pas vous laisser juste sur ce point. On a quelques solutions, quelques réflexions stratégiques à vous proposer. On va continuer avec toi, Patrick. Justement, on a évoqué les cookies tiers, mais aussi les cookies first party. Et donc, finalement, collecter de la donnée, ben, ça ne disparaît pas. On a toujours l'opportunité de collecter de la donnée, mais comment on peut s'y prendre dans ce nouveau paradigme, si j'ai envie de dire? Oui. Alors, le focus, et je pense tout le monde qui a regardé cette thématique pendant 5 minutes l'a déjà entendu, on doit se concentrer sur ce qu'on appelle la first party data. Ça veut dire des cookies first party, mais pas seulement les cookies. Donc, ça doit être vraiment toute information qu'on peut collectionner dans notre propre environnement, toutes les informations qu'on peut capturer autour d'un internaute qui vient chez nous. Et le target, pour nous, comme marketeurs, ça doit être d'arriver, de communiquer avec la personne qui est derrière l'ordinateur et au meilleur des cas, arriver à l'identifier pour qu'on puisse faire une communication de nouveau adaptée avec cette personne. Dans cette optique-là, donc, le focus doit être clairement sur cette capture de données first party. Donc, ça doit être vraiment dans le centre de cette stratégie, c'est de comprendre comment est-ce que je peux récupérer ces données autour des internautes qui arrivent dans mon environnement. Et j'insiste sur cet environnement parce que ce n'est pas seulement un site web qui est impacté aujourd'hui, et ce n'est pas seulement un site web qui peut nous fournir ces informations, justement. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on peut capturer toutes ces données-là, les centraliser et de nouveau les utiliser pour rétablir nos stratégies de marketing et des tactiques en fait en général.
Après, la question qui doit être aussi, auquel on doit répondre en fait à la fin, c'est aussi quels sont nos use cases, quels sont nos besoins à la fin, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire dans nos stratégies marketing. Et sur base de cette use case, on peut effectivement construire cette collecte de données et arriver de nouveau à un marketing qui fait du sens pour moi comme utilisateur à la fin. Et non seulement aller regarder les technologies qui émergent un peu dans tous les sens. Il faut qu'on ait vraiment une solution propre à nous. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va avec nos clients, c'est d'abord regarder les use cases pour qu'on puisse vraiment, entre guillemets, customiser cette approche technologique pour qu'on puisse au mieux répondre aux challenges du futur à la fin. Et donc, on le voit aussi ici sur l'écran, c'est les challenges qu'on peut voir ou les alternatives qu'on peut trouver. C'est identity-based targeting, donc vraiment arriver à identifier l'internaute, lui matcher avec une ID qu'on peut utiliser avec d'autres partenaires, avec d'autres solutions techniques. Donc ça, c'est une solution très populaire. Au niveau du targeting, si jamais on n'arrive pas à l'identifier, on pourrait repasser dans le targeting contextual. Donc pour les plus vieux marketeurs entre nous qui savent peut-être encore, ça c'était au début du marketing digital, on targetait les sites sur base du contenu du site. On peut toujours le faire, mais entre-temps, on a le machine learning qui vient, l'AI qui peut nous supporter dans cette logique-là. Et donc, on peut faire du contextual targeting beaucoup plus intelligent aujourd'hui que ce qu'on pouvait faire à l'époque, j'ai envie de dire. Et aussi, une alternative, c'est on doit se parler plus en général. Donc, dans le monde digital marketing, je faisais ma campagne dans mon endroit, dans mon silo à la fin. Et ici, on est obligé de créer des liaisons avec d'autres acteurs digitaux. Et donc, on doit essayer de communiquer techniquement, bien sûr, avec d'autres partenaires pour de nouveau construire des logiques de marketing, de retargeting et en général de targeting sur base de quelque chose qui fait du sens pour notre propre business. Donc, je pense on va voir ça plus tard dans les solutions, comment Roularta, par exemple, attaque ce challenge alternatif. Alors ici, on a aussi toute une série d'outils. Alors comme on l'a dit, évidemment, l'idée, c'est pas de donner une liste et qu'on aille picorer et essayer de deviner en quoi ça peut nous aider. Donc, on l'a bien dit, c'est réfléchir à la stratégie, réfléchir à quelle direction je veux prendre et ensuite voir quel outil je vais utiliser. Alors, on va peut-être les passer rapidement en revue, mais effectivement, c'est ce qui est disponible actuellement. Mais encore une fois, on insiste là-dessus. Réfléchissez à la direction que vous voulez prendre pour savoir après vers quel type d'outil vous allez aller. Oui. Et donc, ici, comme je l'ai déjà dit, la problématique aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Et ici, on a quelques-uns qui étaient, je dirais, au début de la problématique quand Chrome a annoncé cette perte de third party. Il y avait directement des solutions ou des alternatives qui se montraient. Aujourd'hui, on a d'autres, on a des niches qui se montrent aussi dans les solutions globales. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a aujourd'hui pas une solution déjà pour démarrer. Et on voit clairement des tendances d'aller vers plutôt cette possibilité de communiquer vers des partenaires, des systèmes d'identification et surtout le contextual targeting qui ça aide vraiment. D'autres solutions, et je dirais ici sur ce slide, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense un qui est déjà dit plusieurs fois dans cette thématique, c'est Sandbox, la Privacy Sandbox de Google, les FLoC, si jamais vous en avez entendu. En gros, cette solution que Google veut proposer de créer des cohortes d'utilisateurs et de faire du targeting sur base de ces informations-là, en soi une bonne solution, mais refusée par le marché. Partiellement parce que c'est du Google qui propose ici une solution et donc aujourd'hui le marché ne veut entre guillemets plus accepter les solutions de Google pour mettre un standard sur le marché, pour ne pas donner encore plus de pouvoir à Google, plus de part de marché à Google à la fin. Et donc en soi l'idée n'était pas mauvaise dans la sandbox, mais parce que c'est du Google, il y a beaucoup de gens qui sont contre les idées de Google ou les solutions en tout cas. Par contre, je pense vers quoi est-ce qu'on va aller, et ça c'est pas pour direct, mais c'est que les grands acteurs du marché doivent trouver ensemble en fait une solution, style Privacy Sandbox, mais plus large, plus commun, qui permet de nouveau à communiquer entre les sites, entre les différents acteurs digitaux, en fait des informations qui nous permettent comme marketeurs de créer encore des actions de publicité,
qui nous permet de faire de la mesure, de tracking dans une logique qui est vraiment privacy safe, dans un sens où on respecte le choix d'un internaute à la fin, mais qui nous permet encore d'être efficace dans nos activités marketing. Et donc, pour ça, je pense que la Privacy Sandbox va dans la bonne direction, mais n'est pas encore assez globale dans son approche, donc trop Google-centric, si on veut, mais qui propose quand même de bonnes solutions à la fin qu'il faut maintenant trouver en consensus avec tous les grands acteurs, pas seulement du Google. Après, c'est vrai qu'on peut dire ça de Google, c'est créer finalement des environnements clos, mais ce n'est pas finalement les seuls qui proposent des solutions dans ce goût-là. Évidemment, c'est le plus important, donc c'est un très grand environnement clos, mais c'est vrai que c'est un des problèmes de la disparition des cookies tiers dans les solutions par la suite qui ont été évoquées, c'est la création d'environnements clos et donc de suppression de communication entre ces environnements, évidemment, ce qui ne nous aide pas pour les croisements de données, évidemment. Non, effectivement. Et, donc un point aussi qui est intéressant, c'est comme tu disais, parce que Google le dit, lever de bouclier, non, on ne veut pas laisser cours à cette toute grande puissance qu'est Google. Et finalement, on rejoint un petit peu ce qu'on évoquait au départ, c'est l'évolution aussi dans les mentalités. Il y a quelques années, quand Google a annoncé qu'il rachetait tout simplement la première solution d'ad serving au monde, je pense que ça a pris 2 semaines pour que ce soit validé et personne n'a bronché. Tout le monde a accepté, c'était réglé. Et là, on voit que les mentalités évoluent, que la connaissance aussi du digital évolue, puisque tout d'un coup, Google veut proposer quelque chose, et c'est vrai, quand même assez très centré Google, avec une forte puissance de Google derrière, mais il y a quand même une levée de bouclier par rapport à ça. Donc on voit aussi, au travers de cette thématique, l'évolution des mentalités sur ce point-là. Alors, on va poursuivre avec toujours cette notion de solution. Mais là, on va voir avec toi, Els, justement, comment un éditeur comme Roularta déjà a pris cette nouvelle de disparition des cookies tiers et comment, très vite, vous avez réagi pour proposer une solution à cette problématique. Oui, exactement. Et donc, c'est pour ça, pour montrer aussi, chez Roularta Media, nous avons une 60 différentes marques et ce sont vraiment des marques très niches, c'est-à-dire les gens qui passent sur le site de Journal Médecin sont tout à fait différents que des gens qui passent sur le site, par exemple, de Flair. Ça donne aussi une certaine idée de contexte et de gens qui surfent sur ce contexte pour utiliser ces informations dans le cadre de First Party Cookies. Donc, pour nous, c'est important que nous avons vraiment une très grande inventaire dans nos différents sites qui ne sont pas généralistes, mais qui ont vraiment leur propre spécialité dans le marché. Et donc, avec ces 60 marques, nous avons plus de 7 millions de comptes. Donc, ça donne vraiment une certaine valeur pour faire des choses au niveau de First Party Cookie. Et donc, vraiment, pour optimaliser notre base de données, nous avons fait dans notre stratégie digitale différentes choses pour vraiment optimaliser, qu'on est, si possible, prêt au moment que les Third Party Cookies disparaissent. Donc, qu'est-ce que nous avons fait comme initiative? Par exemple, ce qui est pour nous très important, c'est-à-dire le registration. Donc, on est vraiment très focalisé sur le fait que quelqu'un qui est sur notre site, qui est vraiment poussé pour donner ces informations. Et à base de ça, on a ces informations et on peut vraiment travailler, qu'on sait beaucoup de ces gens qui sont sur notre site à base de registration, mais il y a aussi des autres choses qu'on veut vraiment travailler, qu'on sait beaucoup du surfeur qui est sur un de nos différentes plateformes. Okay, donc vraiment recréer le dialogue finalement et essayer d'échanger de l'information avec le surfeur et lui faire comprendre qu'il est intéressant finalement de s'inscrire pour bénéficier d'une offre qui est vraiment complète et intéressante pour lui. Oui, exactement. Et aussi, notre public est vraiment très réactif. Donc, il aime aussi donner, par exemple, leur avis. Nous faisons aussi des enquêtes où que nous demandons à surfeurs à faire partie de ces enquêtes. Et à base, par exemple, des réponses de ces enquêtes, ça donne aussi beaucoup d'informations. Donc, avec toutes les actions qu'on fait, on pense toujours de quelle manière on peut savoir plus de nos surfeurs pour après donner des avis, des liens qui sont vraiment très qualitatifs
dans notre propre environnement. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est un des exemples que j'ai expliqué. Ici, c'est Libelle Lekker aux femmes d'aujourd'hui dans un contexte de cuisiner. Donc, si un surfeur est sur ce site, on sait de son intérêt et on peut aussi collectionner les dates des surfeurs qui sont sur le contexte de foot et rassembler une partie de contexte foot qu'on peut utiliser après pour des annonceurs qui ont des intérêts pour annoncer dans un contexte foot, et on peut suivre sur notre propre site Roularta ces gens qui sont là. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire oui mais ça existait déjà avant, oui mais avant on faisait ça avec des cookies. Et Oui, ici voilà. on est vraiment en train de parler d'une refonte stratégique en disant oui on veut collecter vraiment sur de l'ID-Base finalement ces informations pour aller plus loin et vraiment collecter chez nous et continuer finalement les solutions comme on pouvait les avoir avant mais bypasser le cookie finalement. Exactement, donc ça devient plus important, qu'on peut vraiment savoir plus des gens qui sont sur notre site, comme les autres choses comme Patrick a indiqué vont disparaître. Donc il faut vraiment mettre encore plus de qualité sur le first party cookie qu'avant, quand il y a des autres solutions. Ouais. Et donc une des solutions qu'on a aussi mis en avant, c'est à base de technologies de Oracle et Grapeshot. Donc qu'est-ce qu'ils font? On voit dans l'exemple sur la slide suivante un exemple de Gaël. Donc là, c'est un article où il s'agit de acné. Et là, on va vraiment faire du scraping de tous les articles pour voir des mots-clés qui sont intéressants. Par exemple, ici dans le contexte, on a une 60 de mots-clés qui sont dans cet article. On va les rassembler dans les segments qui sont IAB. Et donc, ces mots ou ce contexte donnent aussi des possibilités dans un contexte. Donc, à base de ça, par exemple, on peut les mettre dans des segments beauté. Et donc, à base de ça, tous les articles qui sont dans ce segment beauté, après, on peut mettre des campagnes sur ce segment. Et on est sûr, avec cette technologie, que ce sont aussi des segments positifs. Par exemple, quand il y a des mots shots, on peut dire on ne va pas utiliser ça, ça c'est brand safety, mais shot peut être aussi un mot positif, par exemple un shot pour un vaccin, ça c'est positif. Donc à ce moment, ce contexte est disparu parce que ça c'est brand safety, mais avec cette technologie, on peut aussi optimiser les impressions qui sont disponibles parce que ça mesure aussi la possibilité d'un mot-clé, d'un contexte. Donc, on est vraiment actif sur différents domaines pour vraiment optimaliser ce contexte de first-party cookies. Et donc on voit, ça illustre finalement assez bien ce que tu disais Patrick tout à l'heure avec l'approche contextuelle qui n'est pas nouvelle, voilà. Mais quand on remet finalement une couche de technologie et d'approche nouvelle telle qu'on peut l'avoir ici, on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin et découvrir finalement de nouvelles choses. Oui, voilà. Et ça, c'est un exemple ici sur l'écran qu'on a utilisé en réalité. Par exemple, le contexte de Electric Automotive. Là, on peut suivre donc sur notre contexte de First Party Cookies un peu l'historique des autres campagnes où les surfeurs étaient sur les articles de contexte voiture. On a aussi le native context où il y a des gens qui ont lu ces articles et ça on peut rassembler dans un segment et après quand il y a un annonceur qui veut être dans ce contexte de véhicules électriques, on peut utiliser ces segments pour optimiser la campagne dans ce contexte. Donc, ça sont quelques exemples. On fait aussi d'autres choses, mais ça donne une idée de la réalité qu'on fait maintenant pour optimiser notre positionnement sur le first party cookie. L'autre solution, c'est-à-dire c'est pas de first party cookie, mais c'est vraiment de travailler sur partager les informations, c'est-à-dire à base de next slide, vous voyez les exemples de cookieless et il y a deux solutions. L'un, c'est de Data Clean Room où on va mettre nos données de l'autre côté et les données d'un annonceur dans une autre
et on va partager chez un partenaire neutre nos informations et après on peut faire une campagne à base des informations de l'annonceur, mais donc avec les règles GDPR qui doivent être suivies. Une autre solution, c'est ID syncing. Ça ne passe pas par différents clean rooms, mais c'est vraiment avec un ID, avec une clé qu'on peut optimiser une campagne. Ok. Voilà. Alors, on arrive ici à la fin de notre conférence. Donc, ce qui est quand même important, c'est cette logique qu'on a voulu quand même mettre en avant. Alors oui, on a parlé de différentes solutions, mais on a voulu aussi contextualiser les solutions qu'on a pu évoquer, notamment avec tout ce que tu as pu expliquer, Else. Donc, c'est important. Nous, s'il y a vraiment une chose qu'on a envie de faire passer ici comme message, c'est réfléchissez avant de partir en panique en se disant les cookies disparaissent, voilà, il y a telle solution qu'on a énumérée, laquelle je vais utiliser, oui, mais elle fonctionne comment, mais en fait c'est très technique, je ne comprends pas, etc. J'exagère à peine, finalement, en le disant comme ça. Réfléchissez d'abord à mais je veux aller où en fait? Qu'est-ce que je veux construire par rapport aux données qui sont disponibles chez moi? De quelle manière je pourrais construire quelque chose pour savoir, encore une fois, dans quelle direction on souhaite aller. Et à partir de là, ce sera bien plus clair avec des partenaires comme Programmats par exemple pour savoir dans quelle direction aller, comment discuter sur des aspects technologiques et ce genre de choses. Ce sera bien plus simple. Donc vraiment, réflexion stratégique avant tout pour ne pas céder inutilement à la panique et voir que finalement on peut construire déjà aujourd'hui des choses très intéressantes comme tu l'as expliqué Else ici. Donc je pense que c'est un point sur lequel on doit clairement insister. N'oubliez pas, on l'a dit, c'est les cookies tiers qui disparaissent. Les cookies first party, la first party data, elle est toujours disponible et elle a toujours été en soi. Et c'est vrai qu'elle a été mise un petit peu de côté et on s'est très vite abandonné à des solutions externes comme ce que pouvait proposer un Facebook, un Google. Et ça, je parle pour beaucoup d'annonceurs. Je ne fixe pas l'un ou l'autre ou même un secteur. C'est le cas pour beaucoup. On s'est abandonné finalement à des solutions techniques de grands groupes, de grandes sociétés du web qui se focalisaient quand même fortement sur ce fameux cookie. Mais aujourd'hui, on redécouvre finalement quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est cette fameuse first party. Et il y a sans doute bien plus à construire autour de cette first party et de compréhension aussi de cette first party pour développer ses propres stratégies. Alors, voilà, on arrive ici au terme donc, de cette conférence. On voit sur le slide, on espère avoir répondu et avoir éclairé quand même votre lanterne suffisamment. Néanmoins, on profite du moment ici pour quelques questions. Et je vois qu'il y en a quelques-unes, donc je vais les prendre ici. Alors la première, là, je vais t'en parler, Else, directement. Donc, quelqu'un qui nous demande, voilà, ça veut dire quoi qu'on va être obligé de s'enregistrer pour consulter des articles? Alors, est-ce qu'on est obligé de s'enregistrer maintenant pour avoir accès à du contenu? Pas à 100%. Donc là, il y a une stratégie où on a accès à des articles, mais pas à tous les articles. Donc il y a 3 niveaux d'engagement. On a les engagements low, donc ça sont les articles qui sont disponibles à gratuit. Il y a les articles medium, et là il faut enregistrer. Et l'autre, il y a des articles qui sont un engagement high, et là il y a une demande à prendre un abonnement. Donc il y a 3 niveaux, mais il y en a toujours des articles qui sont disponibles pour tout le monde. Et alors, question qui est finalement connectée à celle-ci, qui était, je ne la trouve plus ici, mais c'est pas grave, je m'en souviens. En France, on voit qu'il y a une obligation d'accepter les cookies pour consulter du contenu. Alors, on n'a pas ça en Belgique, il me semble. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette approche? C'est un peu double parce que ce contenu a aussi une certaine valeur. Donc, il y a des journalistes qui ont écrit ça. Donc, ça a une certaine valeur. Donc, on donne quelque chose en retour. Et ça, c'est une sorte de paiement qu'on donne ces informations en retour. Donc, c'est un peu un équilibre. Nous avons aussi, par exemple, nos magazines où on peut aussi prendre un abonnement. Ça, c'est aussi payant. Donc, pensez que tout qui est sur le web qui doit être libre, ça c'est aussi un peu double parce qu'il y a beaucoup de travail
qui est fait, donc c'est aussi normal que ça doit être payé. Et c'est vrai que par rapport à cette question-là, on voit de plus en plus de sites qui demandent un abonnement ou qui demandent de se connecter. Et c'est vrai que ce grand moment du tout gratuit dans le web, bah, c'est un petit peu révolu aussi, je pense, et ça va évoluer et on va sans doute avoir de plus en plus de mise en valeur des contenus et du fait de payer des contenus. Alors il y a la grande phrase habituelle que tout le monde connaît, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais. Et finalement, c'est vrai, et ça l'était d'autant plus avec la logique des cookies, finalement. Ces cookies disparaissant, est-ce qu'on applique cette logique-là maintenant à de l'ID-based, etc. Peut-être, ça on verra, on n'a pas toutes les réponses ici de toute manière. Mais je pense effectivement qu'on ne peut pas se dire que tout va rester intégralement gratuit de toute manière. Et ici, bon, je reviens sur la question parce qu'il y a la petite nuance, c'était vraiment le fait d'accepter les cookies pour consulter le site, avec ici, comme ce qui est mentionné par la question, exemple comme sur le site Marmiton. Alors je ne sais pas si c'est comme ça sur le site Marmiton, mais apparemment on est obligé d'accepter les cookies pour accéder au contenu. Alors ici, je ne pense pas qu'on va faire 10 minutes sur cette question-là, mais c'est un point qui revient énormément en France. Et je sais de ce que j'avais lu, mais je ne sais pas où ça en est, que donc, le CNIL en France était vraiment en train de discuter sur OK, on laisse faire pour l'instant, mais on rediscutera de ce point-là après. Donc là, à voir ce que les instances de protection de la vie privée vont aussi dire sur ce point. Autre question qui était intéressante, là, peut-être Patrick, tu vas pouvoir nous aider un peu plus, c'est donc quel outil alternatif à Google Analytics est compatible GDPR, on pourrait conseiller. Ça, c'est du très lourd. En soi, Google Analytics est aussi GDPR compliant, ça il faut le dire. C'est toute une question de paramétrage. Et donc aujourd'hui, dans le secteur Analytics, en soi, tous les outils sont plus ou moins capables de rencontrer cette problématique des cookies tiers. Ils sont en train de passer donc, dans les solutions soit first party cookie, soit sur des solutions qui sont plus cookie-based. Et donc aujourd'hui, la question sur le GDPR compliant n'est pas vraiment une question de choix technologique, mais une question de paramétrage du système analytique. Et donc c'est à l'utilisateur final d'être compliant avec la législation et pas vraiment la technologie à utiliser à la fin. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qu'on peut mettre en place. Mais elles sont aussi bonnes l'un que l'autre. Mais à la fin, c'est à nous de mettre la bonne implémentation en place, qui est donc en respectant la loi déjà, mais aussi qui respecte le choix de l'internaute. Je pense que ça, c'est un point aussi important qui est un peu oublié dans cette histoire de GDPR. C'est à la fin, on veut protéger la vie privée des personnes. Et donc, il y a aussi un choix qui est fait par l'internaute d'être suivi ou pas suivi, qui doit être respecté et qui est encore plus important à la fin que la législation, parce qu'elle est à la base de cette législation, c'est juste qu'on doit respecter le choix de l'internaute. Et si on respecte le choix de l'internaute, en général, on n'a pas de souci avec la GDPR. Et donc, au niveau du tracking, on peut faire du tracking anonymisé, sans d'identification personnelle, qui est quand même à la cœur du GDPR. Et on peut aller beaucoup plus loin avec, on le voit aujourd'hui sur tous les sites, le consent management. Donc, on donne aussi le choix à l'internaute s'il veut être traqué ou pas traqué. On peut donner des nuances, quels sont les systèmes qu'on veut traquer, le secteur qu'on aimerait bien utiliser ou accepter. Et je pense que ça, c'est très important qu'on respecte surtout ce choix-là. Ok, top, merci. Alors, je vois ici une autre question et même deux questions qui peuvent se rejoindre. C'est intéressant, même si là, à mon avis, on pourrait repartir pour une heure sur cette question-là. Mais c'est assez intéressant. Donc, je vois ici la question telle qu'elle est posée. Donc, si les médias créent des sortes de rooms de partage d'infos, en récoltant de la first party avec consentement, bien sûr, est-ce que finalement, on ne revient pas à la même chose qu'avant ? Déjà, est-ce que c'est possible de créer différentes rooms en tant que telles? Oui, mais tout d'un coup, commencer à faire des échanges et c'est reparti à nouveau. Faire le festival de la data qui circule dans tous les sens. Est-ce que déjà ça, c'est possible de l'envisager comme ça? Techniquement, j'ai envie de dire oui, c'est possible. Aujourd'hui, on limite juste ce cookie tiers de communiquer d'une certaine manière.
Bon, ici, c'est un peu un moment crucial, j'ai envie de dire, parce qu'on a un choix d'aller plutôt vers, on fait à l'ancienne, on n'apprend pas, entre guillemets, ou on rentre dans une logique qui prend en compte justement ce choix d'internaute et qui prend plus en compte cette envie de respect de vie privée à la fin. Et donc, oui, on pourrait techniquement partager de nouveau ces informations avec des solutions server-side, des communications en background qu'on ne voit plus, où on prend la décision de respecter le choix de nouveau de l'internaute et de mettre en place des systèmes qui sont capables de communiquer, oui, mais qui respectent le choix d'un internaute sur sa vie privée. Et je pense que c'est dans cette direction qu'on va pour l'instant. Donc c'est une bonne direction à la fin. Donc on va dans un système, un web en fait en général qui est peut-être un peu plus limité parce qu'il n'est plus si gratuit que ça, mais il est beaucoup plus transparent aujourd'hui. Et donc même si je dois accepter aujourd'hui des cookies pour avoir un certain contenu, ben, c'est mon choix d'accepter ou pas les cookies à la fin. Donc c'est propre à moi de décider ça. Avant, c'était traqué sans me demander et je pouvais le consulter, mais à la fin, je payais, comme tu l'as dit aussi, avec mes données. Et donc, ce n'était pas du tout transparent, qu'est-ce qui se passe avec mes données. Aujourd'hui, on va dans une direction où ça va être transparent, qu'est-ce qui se passe avec mes données, si je le partage avec un site web. Et dans ce sens-là, on ne va pas aller dans la direction comme on avait avant, si on reste dans cette logique de transparence, bien sûr. Et je pense que ça, c'est vraiment clé dans cette future, surtout dans les clean rooms. Je pense qu'il faut avoir cette communication aussi avec le visiteur. Ben, en fait, il y a une communication qui se passe. Par contre, elle est anonymisée. On ne partage pas les noms ou des numéros de téléphone, ce genre de choses. On anonymise les données dans ces clean rooms et à ce moment-là, on partage. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé. Et donc, ça, c'est un point très important, je trouve, dans cette histoire de clean room, qu'on parle des données anonymisées qu'on va utiliser à la fin. Donc, je pense que c'est ça que vous allez aussi faire chez Roularta. Oui, donc tous les dates sont anonymisées, comme vous dites, selon les règles du GPR. Ouais. Alors aussi, il ne faut pas oublier, bon, ici, on répond au mieux aux questions par rapport aussi aux données aux infos qui sont disponibles. On évoquait tout à l'heure qu'on n'avait pas encore toutes les solutions, c'est vrai. Donc, si ça tombe, ici, on vient de donner une réponse, un élément un peu plus technique. Et demain, Google fait une annonce avec un autre changement et tout d'un coup, ce qu'on a dit n'est plus tout à fait vrai. Donc, ça reste encore une situation dans laquelle, c'est pour ça je pense que dans toutes les présentations, toutes les conférences qui aujourd'hui traitent de cette disparition du cookie tiers, ben, on a parfois encore un peu une petite frustration parce qu'on ressort de là en disant oui mais moi je n'ai pas ma réponse prête, claire avec tous les éléments et plus de zone d'ombre. Malheureusement il y en aura toujours pour l'instant parce qu'on n'a pas encore vraiment une situation claire, définie avec tous les points bien précis. Donc ici, nous on répond au mieux par rapport à l'état actuel des connaissances, simplement du marché, par rapport à ces questions-là, mais n'oubliez pas, c'est un sujet qui est vraiment en perpétuelle évolution pour l'instant. Et donc on verra aussi ce qui se passera en 2023. Si ça se passe en 2023, on ne sait jamais. On verra ce qui se passera à ce moment-là. On peut revenir dans un an et le rendez-vous est pris de toute façon pour dans un an. Et on verra effectivement ce qu'on peut en dire après à ce moment-là. Mais encore une fois, peut-être que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, le discours pourrait déjà, alors pas complètement changer, mais pourrait déjà être nuancé avec différentes approches. Je vois ici aussi une question très précise, à savoir est-ce que les publicités Facebook, donc avec le fameux pixel Facebook et Google Ads, vont disparaître complètement ou est-ce qu'elles seront encore utilisables en mode plus aveugle, donc et à nous dans ce cas-là de récolter les données nécessaires pour créer nos bassins d'audience. Est-ce qu'il est conseillé, déconseillé de continuer à les utiliser si elles ne disparaissent pas? Alors, déjà, j'ai un grand doute que Facebook et Google vont arrêter la publicité. Donc, je dirais là, on peut continuer d'utiliser la technologie. Ils sont déjà en train de changer leur système en background. Donc, si on regarde, je prends l'exemple de Facebook qui était cookie-based et ont déjà une solution alternative aujourd'hui qui est donc server-side. Donc, effectivement, on rentre ici très technique dans la thématique. Mais à la fin, on remplace cette logique de cookie avec une communication qui se passe plutôt en back-end, si on veut dire. Et à ce moment-là, Facebook reçoit de nouveau plus d'informations et donc on arrive à rétablir une situation qu'on la connaisse aujourd'hui.
Techniquement, elle est un peu plus complexe à mettre en place, donc il faut avoir un peu plus de connaissances autour vraiment de la technicité des choses. Mais au niveau du marketing, donc une fois qu'on a mis en place ce nouveau système de tracking, on peut rétablir l'actuel en fait au niveau du targeting et aussi au niveau du tracking. Il y a juste plus d'informations qui sont traitées avec des systèmes de machine learning et donc je pense que tout le monde qui a fait aujourd'hui des publicités chez Facebook a remarqué qu'il y a une faiblesse aujourd'hui au niveau du tracking, au niveau des conversions. Si on est pixel-based, donc vraiment dans ce cookie drop, on le sent très fort qu'il y a des données qui sont plus si bien qu'avant. Et donc, c'est pour ça on travaille aussi beaucoup avec beaucoup de clients sur ce shift de tracking du cookie-based sur du server-based pour justement rétablir une bonne partie de la situation actuelle. Ce n'est pas encore une solution finale qui est proposée là, mais ça va dans une direction. On a déjà des solutions, on doit les tester. Et si on arrive à rétablir la situation dans cette logique de nouveau, on respecte le choix internaute, on respecte la législation, on peut trouver des solutions techniques aussi qui permettent de remplacer en fait le cookie tiers à la fin. C'est toujours une question de use case. Et ici, pour le use case Facebook, en fait, il faut juste être capable de communiquer les informations nécessaires à Facebook pour qu'eux puissent faire derrière nos campagnes, notre tracking. Jusqu'à quel point ça peut remplacer un cookie tiers pas à 100%, clairement, mais au début de cette technologie, donc je ne sais pas encore dire ce que Facebook va faire, comme tu l'as dit, dans un mois et surtout pas dans un an. Qu'est-ce que ça va être le tracking chez Facebook dans un an? Ok, ben, merci. Alors je vois ici une autre question qui est finalement assez simple hein, et on a déjà en quelque sorte répondu d'une certaine manière. C'est quand on efface régulièrement les cookies, est-ce qu'on sait être targeté par les sites? Alors ça c'est une question que j'entends déjà depuis très longtemps. Hein. Quand je vais chercher certains clients, je leur dis voilà on a telle campagne. Ah oui mais moi j'efface tout le temps mes cookies. Hein. Et donc sur base de ça on sait bien ce grand principe de se prendre comme exemple et donc tout le monde le fait bien sûr. Hein. Donc là ici j'ai envie de dire, ben oui, évidemment, si on efface tous ces cookies dans l'état actuel des choses, on utilise encore les cookies, ben oui, on sape toute une série de possibilités de mesures ou de possibilités publicitaires. Mais justement, là, on est en train de parler d'autres systèmes. On a évoqué finalement les ID-based qui bypassent les cookies, c'est autre chose. Donc oui, imaginons même aujourd'hui, les cookies sont encore là. Mais je m'amuse à effacer tous mes cookies parce que je ne veux pas être reciblé par les cookies. Mais si je me suis enregistré avec un ID-based, que j'ai mentionné peut-être même des choix ou des intérêts, oui, mais potentiellement je peux être retargeté puisque j'ai donné cette information. Donc ici, oui, oui, si on efface les cookies, on supprime certaines choses, mais effectivement, il y a d'autres moyens de collecter de la donnée et de travailler intelligemment avec cette donnée. Et je pense que derrière cette question-là aussi, dites-moi votre ressenti aussi, mais moi j'ai souvent eu des échanges il y a déjà quelques années avec des annonceurs qui démarraient dans le digital, où on sentait qu'il y avait un peu cette crainte par rapport aux cookies, qui est finalement celle d'aujourd'hui. Oui, mais on va voler de l'information sans que les gens le sachent, etc. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que c'est bien d'utiliser ça? Alors que finalement, on peut aller bien au-delà. On peut aller bien au-delà simplement du cookie. On peut déjà faire beaucoup de choses de façon différente. Et c'est le point, à mon sens, c'est de voir de quelle manière on peut bypasser ce cookie. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ce point-là. Je pense aujourd'hui on highlight fort le cookie parce qu'il est utilisé dans le secteur publicité. Et en gros, ça veut dire on attaque entre guillemets en frontal un Facebook, un Google qui sont les géants dans le secteur clairement. Après, comme tu l'as dit, il y a d'autres technologies qui ne dépendent pas des cookies. Et donc, dans cette logique-là d'informations qui sont volées avec des cookies tiers, en général, ils donnent un cadre très clair. Si on est un peu plus dans la technicité des choses, on peut même regarder qu'est-ce que le cookie garde sur moi. Je peux regarder, en fait, parce que c'est dans le browser, donc je peux le consulter l'information qui est capturée, en fait, à la fin, sur ma navigation et sur moi, donc je peux le voir. Où il y a d'autres technologies, je pense forcément ici au fingerprinting, qui ne sont pas visibles dans mon browser, mais une technologie qui permet en fait de m'identifier grâce à ma navigation, des identifications techniques, des informations sur l'adresse IP, ce genre de choses, qui me permet en fait de m'identifier et je ne le sais même pas. Que cette entre guillemets, vol d'informations, si tu veux, se passe au moment que je suis sur un site qui utilise une technique de fingerprinting.
Et donc, je pense dans ce sens-là, le cookie est juste dans le centre, mais il y a entre guillemets cette problématique de nouveau de transparence, on revient de nouveau là-dessus en fait, qui est plus important dans le web aujourd'hui. Et on essaie de simplifier ça avec l'attaque sur le cookie, mais en général, il y a un manque de transparence. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur nos sites avec les données, ou qu'est-ce qu'on récolte comme information sur nos visiteurs, et comment est-ce qu'on traite ces informations. Et donc, si cette information devient plus accessible, plus claire pour tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de problème de dire, en fait, je récolte certaines informations sur une navigation parce que j'en ai besoin pour faire de la publicité, pour faire fonctionner mon site à la fin et pour payer mes employés, par exemple. C'est légitime, on offre sur le web des informations qui sont accessibles gratuitement. Donc, il faut aussi être capable de fournir ce contenu qui n'est pas gratuit en soi. Tout à fait. D'ailleurs, tu parlais de fingerprinting et il y a une question directe par rapport à ça, donc j'embraye dessus. Donc, la question, c'est simplement pour le tracking, l'affiliation par exemple, est-ce qu'il n'existe pas des techniques de fingerprinting pour suivre les surfeurs? Alors oui, ça existe, bien sûr, mais est-ce que c'est encore quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui va passer les flux au niveau de les données de vie privée? La problématique avec le fingerprinting, c'est quelque chose qui n'est pas si visible dans le browser comme un cookie. Donc, il y a des trackers que je peux placer. Comme entreprise, je peux développer un système moi-même qui fait du fingerprinting. Et peut-être, je t'interromps, excuse-moi, peut-être repréciser, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est vrai que là, je faisais très. Voilà, c'est parti, on comprend tout ce que c'est. Mais si on veut réexpliquer simplement le fingerprinting, ce serait quoi? C'est simplement sur base des informations qu'on peut tirer d'un internaute. Donc, ça peut être une adresse IP, un ID technique de l'ordinateur, smartphone qu'on utilise. Donc, vraiment un ensemble d'informations qu'on peut récolter sur l'internaute qui visite un site. D'arriver à l'identifier sur base de cette masse d'informations qu'on peut récolter. Et du coup, vraiment mettre une seule personne derrière cette identification, ce fingerprint en fait. On peut dire de récupérer finalement toute une série de signaux faibles, de petits signaux à gauche et à droite, pour finalement reconstruire cette empreinte digitale, pour le dire en français, vraiment, et reconstruire un profil et finalement savoir vraiment personnaliser finalement toute cette récolte de données pour savoir à qui on s'adresse. Absolument. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait cet ensemble d'informations qui nous permettent d'identifier une personne, en fait, là, il n'y a plus besoin d'un cookie ou d'autres systèmes pour retrouver ces personnes sur d'autres sites, parce qu'on sait très bien dire, sur base de ces signaux-là, en fait, c'est la même personne qui navigue des sites différents. Et donc, dans cette logique-là, il ne faut pas des cookies, d'autres choses, on peut avoir les informations. Du coup, techniquement, il est tout à fait possible de faire du fingerprinting, on peut le faire sans que l'internaute le sait. Ici, c'est vraiment cette question éthique qu'il faut poser à la fin. Est-ce que, comment une entreprise veut faire le fingerprinting, est-ce qu'on ne veut pas communiquer ce qu'on fait sur base de ces données? De nouveau, ne pas être transparent à la fin. Et ça, c'est un peu la problématique. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un GDPR, e-privacy, l'ITP de Safari à la fin? Si on veut aller purement dans cette optique de vie privée, en fait, c'était parce qu'on a récolté énormément d'informations, on n'a pas communiqué ce qu'on fait avec ces informations et comment est-ce qu'on les traite. Et sur base de cette intransparence qu'on avait à la fin, en fait, on a toutes ces initiatives qui sont nées et qui nous ont dirigés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette question de transparence et de communication claire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on récolte et surtout comment est-ce qu'on utilise ces données-là. C'est vrai que c'est un point qui est intéressant aussi. On évoquait, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai répété, d'avoir une vision stratégique des choses. Et souvent, dans les visions stratégiques qu'on aime bien mettre en avant actuellement aujourd'hui, c'est remettre le consommateur au centre de la réflexion. Remettre le consommateur au centre, ce n'est pas uniquement penser à comment il va réagir à mon produit, mais peut-être aussi comment il va réagir par rapport à la récolte de données le concernant. Tu parlais d'éthique et je pense que l'éthique doit être glissée dans la moindre réflexion stratégique aujourd'hui. Penser effectivement au consommateur et de quelle manière il va pouvoir réagir. Trop souvent, c'est vrai que derrière nos impressions, nos conversions, nos leads, nos si, etc., en fait, on voit tous ces chiffres, mais on oublie que derrière, c'est des êtres humains qui créent tout ça. Et des êtres humains avec toutes leurs petites contrariétés aussi, tout simplement. Donc,
c'est ça qui est important et ça rejoint peut-être aussi les questions de oui, mais maintenant on me demande d'accepter les cookies pour avoir accès au contenu. En même temps, j'ai envie de dire oui, on peut peut-être se sentir agressé par cette approche, mais en même temps, c'est transparent d'une certaine manière. Donc c'est un équilibre peut-être qu'on doit encore chercher à trouver par rapport à cette notion d'éthique qui est au centre de la réflexion, parce que ici, bon, évidemment, on s'en doutait, on a eu pas mal de questions techniques, évidemment, malgré tout, même si on les a abordées, je pense, assez simplement. Mais avant même de se poser toutes ces questions techniques, c'est se dire, oui, mais moi, qu'est-ce que je veux proposer comme solution, de quelle manière je veux être transparent et quelle éthique je veux avoir avec mon consommateur. Je pense que c'est finalement plus que de se dire quelle technique je vais utiliser, comment je vais l'implémenter, est-ce que celle-là me permet encore de me faufiler à travers les mailles du filet quand le cookie disparaîtra, etc. Se dire oui, mais je veux proposer quoi, moi, comme échange avec mon consommateur, avec mon utilisateur. C'est finalement un petit peu ce que tu expliquais, Elsa, se créer finalement un lien avec son consommateur, avec l'utilisateur de vos sites, si je peux les appeler consommateurs. Voilà. Et de voir de quelle manière justement on peut créer ce lien, et un lien qui finalement est assez est riche dans l'échange tout simplement, pour avoir quelque chose qui est stable et qui est sain finalement. Et c'est vrai que le cookie a un peu cette étiquette de je vole discrètement de l'information et tout d'un coup, tiens, pourquoi j'ai parlé de ça avec mes amis et puis tout d'un coup, j'arrive chez moi et j'ai une publicité qui parle de ça, oui, mais d'où ça vient, comment, etc. Bon, ça va continuer, ce genre de choses, on ne va pas se mentir, mais encore une fois, j'ai envie de dialoguer comment avec le consommateur. Et ça, je pense que c'est un point qui est clé. Et finalement, toute cette histoire de disparition de cookies tiers, au-delà de soucis techniques, au-delà de comment je vais faire, qu'est-ce que je dois installer, etc., c'est finalement repenser un peu son marketing et ses stratégies et voir comment on peut discuter vraiment et collecter intelligemment, avec éthique, de la donnée. Voilà. Alors, je regarde si on a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, une question qui n'en est pas une, mais je vais la mettre en avant parce que voilà, ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir. Et d'ailleurs, c'est vraiment bien. C'est voilà, vraiment top, c'est votre conférence, pardon, et bravo à l'animateur qui maîtrise et vulgarise les sujets. Waouh, génial. Donc voilà, mais je vous remercie aussi parce que c'est vraiment intéressant. L'air de rien, même si on traite et qu'on parle tous de ce sujet, bah, j'ai appris des choses. Voilà, on continue à en apprendre tellement c'est un sujet qui est vaste et qui est vraiment intéressant et qui va sans doute nous amener encore à réfléchir et à découvrir peut-être d'autres choses et d'autres manières de travailler, enfin certainement même, hein, pas peut-être, hein, on va certainement devoir travailler d'une autre façon. Et j'ai envie de dire, ben, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal finalement de se réinventer et de trouver de nouvelles façons d'avancer dans notre marketing et dans l'univers du digital et même au-delà finalement dans le marketing de façon générale. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent ou si vous estimez avoir tout dit. J'estime que tout est dit et donc pour moi aussi c'était très intéressant pour partager notre partie de l'éditeur et aussi voir où d'autres parties font et on peut mettre donc tous les éléments ensemble. Ouais, je pense aussi donc c'est comme tu l'as dit aussi donc il faut d'abord réfléchir ce qu'on veut faire, de là vraiment créer un plan stratégique. Et ne surtout pas oublier l'internaute dans cette logique, donc à la fin notre visiteur. Donc si on a une logique qui est cohérente avec ce qu'on veut proposer comme valeur, qui respecte le choix de nos visiteurs, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec cette disparition des cookies. Bah justement, j'en profite parce que voilà, il y a encore des questions. Donc, quand on a beaucoup de questions, on en profite parce qu'on aime ça. Question assez intéressante qui rebondit finalement sur ce qu'on vient de dire. Ok, si c'est fait avec éthique, tout va bien, mais je sens le risque de faire pire dans certains cas. Alors là, je parlais tout à l'heure que derrière les chiffres, il y a des humains avec toutes leurs petites contrariétés. Ben, c'est vrai dans l'autre sens. Donc oui, est-ce qu'il y aura pire dans certains cas? Malheureusement, je n'ai pas envie de parier, mais je pense que oui. Mais voilà, la législation qui commence à cadrer de plus en plus ce genre de choses est là. Ben, il faut aussi lui faire confiance et voir de quelle manière aussi on
on peut répondre à ce genre de choses et voir de quelle manière on peut intelligemment faire avancer le métier, faire avancer le secteur pour avoir vraiment cette notion d'éthique partagée par tous. Donc voilà, on arrive ici à la fin. Je pense que le reste des questions ici, on a répondu. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez apprécié cette conférence, que les différents intervenants ont permis d'apporter effectivement du contexte à un sujet qui parfois, je trouve, en manque cruellement dans les différentes explications. On a vraiment voulu aller au-delà de simplement énumérer des solutions techniques, comme je l'ai dit, et vraiment de donner ce message, réfléchissez à la direction que vous voulez prendre pour savoir comment vraiment prendre à bras-le-corps cette thématique, ce problème, si on veut utiliser ce mot-là. On va plutôt utiliser un beau terme qu'on aime bien dans nos meetings avec les clients, comment surmonter ce challenge pour effectivement avancer et avoir les meilleures campagnes et les meilleures gestions de données à l'avenir. Voilà, on va terminer ici. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Je remercie encore l'IEX et Wimedia pour la réalisation et l'organisation. Et je vous dis à la prochaine parce qu'on va sans doute, plus que sans doute même, on va réaliser d'autres conférences et sans doute d'autres workshops plus techniques. Donc là, on ira encore plus dans la technique sur ce sujet-là. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi. Et je vous dis à plus tard et à bientôt de toute manière.